Alors, ça nous amène maintenant aux fameux outils que nous pourrions utiliser pour la réalisation de ce portfolio numérique. Donc, on a réfléchi et il existe en fait deux types d'outils. Soit des outils développés par des éditeurs de sites web et de blogs libres, où là, l'organisation du contenu est à construire par l'auteur du portfolio, donc guidé par le professeur. Ce sont les sites que vous avez tels que Blogger, Weebly, Wix, Google Sites, WordPress, tous ces sites qui sont plutôt pérennes dans le temps et qui permettent à l'élève, donc il faut bien se poser la question parce qu'il faut que ce soit pérenne sur la durée de la formation, donc sur les 3 années de la formation. Donc, euh, dans certains ENT aujourd'hui, il y a des éditeurs de sites internet qui sont proposés. Par exemple, sur la région Île-de-France, c'est WordPress qui a été intégré à l'ENT, mais peut-être que dans chacun de vos ENT, selon les régions dans lesquelles vous êtes, un éditeur de site internet vous a été proposé. Et si c'est dans le cadre d'un ENT, ça rentre dans le GAR et ça risque d'être pérenne sur la durée de la formation pour les élèves. Ou vous pouvez encore utiliser un outil développé par un opérateur du ministère, à savoir Canopé, qui est un outil qui va proposer une organisation du contenu guidé pour l'auteur du portfolio tel qu'on vous l'a décrite avec le questionnement d'explicitation. Et c'est la version de CEPRO tertiaire Agora qui est déployée actuellement. Et pour tous ceux qui ont un abonnement Cerise Pro GA, on va proposer aux classes de seconde sans coût supplémentaire ce portfolio. Mais c'est un choix de l'équipe pédagogique et c'est ça qui est extrêmement important aujourd'hui. Il n'y a pas d'outils imposés. C'est vraiment à la liberté de l'enseignant pédagogique de l'enseignant et aussi de l'élève, puisque on peut le constater qu'avec les générations avec lesquelles on travaille, ils sont de plus en plus dégourdis sur le plan numérique. Et donc, il faut leur faire confiance aussi. Mais par contre, les aider, si vous faites le choix d'un éditeur de site web ou de blog libre, les aider à construire le contenu. Et là, ça reste une expertise de l'enseignant. Donc, lâcher prise sur l'aspect numérique de l'outil à utiliser, mais ne pas lâcher prise sur le contenu et sur les briques de contenu nécessaires à la construction d'un portfolio sur l'ensemble de la formation. J'en ai fini de ma présentation. Je voulais juste vous dire que on vous avait mis en fin de ce diaporama la totalité des références scientifiques qui nous ont permis de construire cette intervention. Voilà. Merci Myriam pour la clarté et la richesse de ces propositions. Et je voulais réinsister parce que nous sommes tous d'accord dans ce groupe de rénovation sur le fait qu'il n'y a pas de prescription a priori sur l'utilisation d'un outil plutôt qu'un autre. Et effectivement, ça relève de la liberté pédagogique des enseignants et voire des équipes. Et comme tu l'as bien souligné, il n'en demeure pas moins que quel que soit l'outil, l'expertise de l'enseignant et l'accompagnement de l'enseignant est extrêmement important pour l'élève et que les briques qui ont été proposées sont des éléments de structuration extrêmement importants. Alors, tu as tellement été clair qu'il y a très très peu de questions dans le chat. Il n'en demeure pas moins que Nadia Bidolet en pose une qui est relative au RGPD et notamment pour les premiers outils qui sont présentés et en accès libre. Alors, moi, je veux bien répondre à cette question. À partir du moment où c'est un accès libre, c'est pas RGPD. Donc, c'est pour ça que je vous invite à aller voir dans vos ENT ce que les régions ont négocié, puisque ça fait partie maintenant du cahier des charges défini par la DGESCO d'insérer un éditeur de site internet. Euh, et à partir du moment où c'est intégré dans l'ENT, à ce moment-là, ça devient RGPD, c'est intégré dans le GAR. Merci pour cette précision, Myriam. Valérie Schmitt nous pose la question suivante. Comment organiser les entretiens professionnels dont tu parlais en début de ton intervention? Alors, c'est des entretiens qui doivent se faire au fil de l'eau. C'est-à-dire que à partir du moment où on travaille en scénario pédagogique, les élèves sont en activité dans la classe sans que l'enseignant soit en nécessité de pilotage constant des activités. C'est-à-dire que c'est l'autonomisation et la responsabilisation de l'élève dans les activités qui lui sont données dans la classe. Donc,
l'enseignant devient un manager et il va piloter ses groupes d'élèves, donner des activités. Et donc, on a le temps de prendre au bureau un élève ou d'aller le voir, de s'asseoir à côté de lui et de mener un entretien informel ou alors de donner un rendez-vous et d'aller dans un espace réunion pour avoir un entretien un peu plus formel autour du portfolio ou d'une activité que l'élève aurait réalisée. C'est vraiment changer le regard, on n'est plus du tout dans un enseignement descendant. Et là, je fais référence à ce qu'on a déjà dit au mois de juin sur les modalités pédagogiques à mettre en œuvre, à savoir vraiment dans l'esprit du simulateur administratif, du simulateur figital, où l'élève doit être en activité de manière autonome et l'enseignant devient un chef, un manager qui va piloter sa classe. Et comme tout manager, ben, il y a des petits moments de réunion et d'entretien qui permettent de faire ces entretiens formatifs au fil de l'eau. Franck, j'ai deux, trois remarques à faire par rapport à ce qui a été dit. Alors vas-y. Oui. Et par rapport à un ou deux questionnements que j'ai vu passer, hein. Donc, ce qui vient d'être présenté par Myriam, ce sont des pistes à la fois pour les enseignants, mais aussi au travers des enseignants aux élèves qui deviendront des candidats, pour suivre les acquis d'apprentissage tout au long du cycle de formation, de la seconde à la terminale. Et comme ça a été dit très clairement, et ça vient d'être rappelé par Franck, sur ces modalités de suivi des acquis d'apprentissage, les équipes pédagogiques sont libres de choisir ces modalités. Ça, c'est clair, comme elles sont libres de choisir des manuels, des livres scolaires, etc., d'ailleurs, dans tous les cycles d'études. Ça, c'est un point, mais c'est quelque chose qu'il faut engager, hein, le processus qui vient d'être signalé, engagé, et finalement, dès la classe de seconde. J'en reviens à la dimension qui a été évoquée sur la certification. Donc là, l'évaluation finale pour la délivrance du diplôme. La question a été posée tout à l'heure. En ce qui concerne les épreuves, en particulier les épreuves en CCF, donc correspondant au bloc 1 et au bloc 3, il est clairement dit que le candidat doit constituer un dossier professionnel, on en a parlé tout à l'heure, mais j'y reviens, un dossier professionnel. Là, c'est le candidat qui le constitue. Il le constitue avec les comptes rendus d'évaluation de l'ensemble des périodes des PFMP, on ne revient pas là-dessus, on en a parlé, mais aussi l'état récapitulatif des travaux professionnels réalisés par le candidat pendant le cycle de formation et significatif des compétences du bloc concerné. En l'occurrence, pour l'évaluation du bloc 1, évidemment, c'est les activités signalées dans le bloc 1. Là, on passe dans la certification. Donc, il y aura un modèle qui va être défini, d'état récapitulatif, mais il ne va pas être très compliqué, hein, ce modèle. Sur les exigences qui sont fournies, ça va être au candidat de présenter un certain nombre de travaux professionnels tout au long du cycle de formation, quel que soit le moment ou le lieu, hein, l'espace de formation, c'est lui qui va choisir. Mais là, ça se situe en fin de parcours, en fin de cycle par définition. Il y aura peut-être, enfin, il y aura sûrement même une contrainte, c'est qu'il y ait des travaux professionnels qui, au-delà du bloc 1, qui ne concernent que le bloc 1, mais il y aura probablement l'exigence qu'il y ait des références de travaux relevant des trois, je dirais, sous-cycles du bloc 1, des sous-blocs du bloc 1, sur, d'une part, la préparation et la prise en charge de la relation avec le prospect, le client, l'usager, l'adhérent, sur, d'autre part, le traitement des opérations administratives et de gestion, et, d'autre part, sur l'actualisation du système d'information en lien avec le prospect. Donc là, ça sera, au-delà de ces contraintes-là, et peut-être des contraintes de volume, mais encore, c'est pas sûr, on va laisser la liberté aux candidats de présenter des travaux professionnels
en plus des comptes rendus d'évaluation, de présenter les travaux professionnels. Et j'insiste sur un point important dans la logique du candidat. Lui, il va partir, on va lui demander de préciser les travaux, les activités, les tâches qu'il a eu à faire, et essayer de préciser à partir de ces activités les compétences qu'il a pu acquérir au travers de ces tâches et activités. Là, on est bien dans le sens, je parle bien du candidat, dans le sens où il va faire le point sur les activités, les travaux qu'il a traversés, les situations professionnelles qu'il a traversées pendant les 3 années du cycle de formation, pour cibler celles qui sont les plus importantes, pour essayer de couvrir au maximum les activités qui sont précisées dans le bloc 1, par exemple, et d'en déduire l'acquisition d'un certain nombre de compétences qui sont dans le bloc 1. Du point de vue de l'évaluation, donc là on est du côté maintenant évaluateur. J'ai indiqué tout à l'heure que l'évaluation va se faire par donc 2 enseignants ou formateurs en charge des enseignements professionnels du bac Agora. Eux, leur entrée, ça va être une entrée compétence. Donc pour E31, ils vont prendre en compte les éléments, l'ensemble des compétences qui figurent dans le bloc 1. Il doit y en avoir 12 de mémoire, et leur questionnement, lui, va être différent. Ils vont regarder dans quelle mesure le candidat a acquis ou non acquis quel degré de compétence. Ça sera un élément à préciser, mais ça sera un autre document qui va figurer dans la circulaire nationale. Donc, de toute façon, ce document-là va lister les 12 compétences du bloc 1, et pour évaluer si ça a été acquis ou non acquis, il va regarder la façon dont le candidat a pu les acquérir au travers de l'ensemble des travaux professionnels, mais aussi au travers de ce qu'a relevé l'enseignant tout au cours, enfin les enseignants, puisque a priori il y en a plusieurs entre la seconde et la terminale, les enseignants tout au long du parcours. Donc ça, et donc là, ça sera une entrée compétences, degré d'acquisition des compétences, par l'observation du parcours de formation du candidat, par rapport à ce qu'il a mis aussi dans son état récapitulatif et ce qu'il y a dans les comptes rendus d'évaluation. Donc ça, c'est un point important. Donc, ces éléments-là seront précisés dans la circulaire nationale. On les présentera un peu plus tard. Je fais remarquer que encore 2 choses. La première chose, c'est que par rapport à ces éléments-là, va se poser la question de ce qui est fait au travers du chef-d'œuvre. Pour préciser les choses, dans un premier temps, l'évaluation, la certification, l'évaluation du chef-d'œuvre pour le baccalauréat, il était envisagé de les intégrer à un des blocs, comme ce qui se passe pour les CAP. Au final, la décision qui a été prise est différente, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais la décision finale, elle a été prise au mois d'octobre 2020. La décision finale a été d'évaluer de façon distincte le chef-d'œuvre, à partir de ce qui a été accompli pendant les heures de chef-d'œuvre, d'une part, et par rapport à la préparation de l'oral. Donc le chef-d'œuvre fait l'objet d'une évaluation particulière. Donc il n'a pas à être intégré normalement dans les blocs de compétences, enfin dans l'évaluation des blocs de compétences. Donc, toutes les activités et les éléments, les travaux professionnels, pour le bloc 1 d'une part, pour le bloc 3 d'autre part, seront pris en compte. Ceci étant, ce n'est pas contradictoire avec le fait que dans le portfolio dont on vient de parler, donc le portfolio de l'élève, on ait le recensement de tout ce qui a pu être fait. De tout ce qui a pu être fait au travers du cycle de formation, y compris les PFMP, y compris le chef-d'œuvre. Puisque le dossier professionnel, il est associé au bloc 1 d'une part et au bloc 3, ce sera 2 dossiers différents, au bloc 1 d'une part et au bloc 3 d'autre part, et là il ciblera ce qui se réfère uniquement au bloc 1 et au bloc 3. Et dernière remarque avant de redonner la parole et éventuellement un certain nombre de questions,
ce qui vient d'être présenté par Myriam et toute cette logique-là, ça nourrit bien entendu aussi le travail de l'enseignant sur l'évaluation par l'enseignant tout au long du cycle de formation et l'alimentation des bulletins scolaires, l'alimentation du livret scolaire. Donc ça, c'est un point important. Pour que l'enseignant puisse mettre des notes, des appréciations dans le bulletin scolaire et dans le livret scolaire, il faut bien entendu qu'il procède à l'évaluation des élèves tout au long du cycle de formation. Alors, il y a une autre question qui est posée par Jérémy Sénabre. Les travaux professionnels seront-ils présentés seuls ou avec la fiche de compte-rendu d'activité? Les travaux professionnels, ils seront, on définira la modalité. Pour l'instant, elle n'est pas définie. Mais il suffira pas de citer le moment ou l'espace. Ça va occuper une ligne. Il va falloir un peu préciser les choses pour justement montrer comment les compétences ont pu être, quelles étaient les compétences qui pouvaient être visées et comment elles ont été acquises. Il y aura effectivement, alors je ne sais pas si ce sera un compte rendu d'activité, mais ça sera appuyé effectivement sur les comptes rendus d'activité. Et ce qui est important, c'est qu'il faudra bien voir c'est l'ensemble du cycle de formation. Et c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, le candidat, et je parle bien de la certification là, pour la certification finale, pour le dossier professionnel, le candidat, il ne va pas expliquer par le menu tout ce qu'il a fait pendant 3 ans. Il va bien falloir qu'il fasse des choix pour sélectionner les activités emblématiques qui lui ont permis d'acquérir un certain nombre de compétences. Et je précise encore une fois, il y aura une phase d'audition, d'échange, dans le cadre qui est prévu dans le cadre de l'évaluation CCF, sur lequel les évaluateurs seront amenés à faire préciser les choses ou à faire compléter les choses par le candidat. Alors, je pense que la précision que tu apportes répond peut-être à la question de Wafa Sassa qui dit si j'ai bien compris, pour les épreuves certificatives, le candidat peut sélectionner ses travaux dans le dossier professionnel. Le candidat est-il encouragé à présenter ses meilleurs travaux ou il peut proposer de faire des choix de travaux pour valoriser lors de l'oral de l'oral? Oui, enfin, c'est pas, ça va pas être un jugement sur, enfin, une évaluation des travaux. La question qui se pose dans le cadre de l'évaluation certificative, c'est de voir si le candidat a acquis les compétences qui sont visées dans le bloc. Et ça sera un autre sujet dont on pourra débattre, mais c'est pas encore d'actualité, mais on en débattra. Le niveau, le degré d'acquisition d'une compétence donnée. Mais ça va être l'objet de ce dossier et des échanges dans le cadre de l'audition avec le candidat, de convaincre le jury qu'il a, les évaluateurs en l'occurrence, qu'il a acquis ou n'a pas acquis telle compétence. Enfin, le but du candidat, c'est qu'il montre qu'il a acquis toutes les compétences du bloc. Voilà. Et pour terminer sur ce point-là, là, je me place du côté des évaluateurs, donc de la grille d'évaluation, qui fera partie du document à rendre au jury final, donnera la notation définitive pour chaque bloc concerné. Je pense qu'on sera sur une évaluation par profil. C'est-à-dire que sur un bloc de compétences donné, il va y avoir 11 ou 12 compétences. Il y aura des degrés d'acquisition qui pourront être éventuellement différents pour chacune des compétences. Ça sera au jury d'évaluation de le préciser. Et au vu des profils par rapport aux 11 ou 12 compétences du bloc, il y aura une note qui sera allouée, puisque dans le système français, je le répète très souvent, c'est ce qui différencie par rapport à pas mal de pays étrangers. On ne donne pas une acquisition ou une non-acquisition d'un bloc de compétences. On a une compensation au final entre les blocs, même si l'évaluation est indépendante. Donc on donne une note au bloc. Donc il faudra donner une note sur 20 au bloc,
qui sera coefficienté, dans le cas de E31 d'un coefficient 4 et dans l'autre E33 qui sera coefficienté 3. Alors, Valérie Schmitt dit, en fin de compte, nous devons donc conserver les outils de suivi de compétences que nous utilisons déjà pour l'évaluation certificative. Alors ça, pour moi, et d'ailleurs ça a été évoqué tout à l'heure par Myriam et au travers aussi de questionnements, mais ça c'est un point important, il faut que les élèves, futurs candidats, conservent tout au long du cycle de formation les traces qui ont été évoquées. Là, le portfolio, pour faire simple, le portfolio, quelle que soit sa forme, hein, numérique, papier, hybride, enfin tout ce que vous voulez, il faut que l'élève candidat, lui, il conserve ces traces-là pour pouvoir établir le dossier professionnel et en particulier pour E31 et E33. Je fais remarquer au passage que dans le portfolio, c'est l'ensemble de ce qui est fait dans l'enseignement, dans les 3 unités professionnelles qui peut être mentionné. Hein. Même si E2 fait l'objet d'une épreuve écrite spécifique, donc il est important que le portfolio recense l'ensemble, parce que le portfolio, il va servir évidemment à suivre le candidat, à évaluer l'élève tout au long de sa formation. Il va servir pour la certification, mais surtout, mais aussi, il peut servir pour l'orientation. Toutes ces dimensions-là aussi qui est importante dans le portfolio. Hein.